interlocuteur, une partie. Le premier interlocuteur, oui, une partie. Est-ce que les jeunes amants ne proposeront pas au seigneur du village de se sauver? Est-ce que les habitants ne lui proposeront pas d'exterminer le shérif et ses satellites? Est-ce qu'il n'y aura pas un prêtre défenseur de la tolérance? Est-ce qu'au milieu de cette journée de douleur, l'amant restera oisif? Est-ce qu'il n'y a pas des liaisons à supposer entre ces personnages? Est-ce qu'il n'y a aucun parti à tirer de ces liaisons? Est-ce qu'il ne peut pas, ce shérif, avoir été l'amant de la fille du seigneur du village? Est-ce qu'il ne revient pas l'âme pleine de vengeance et contre le père qu'il aura chassé du bourg et contre la fille qu'il aura dédaignée? Que d'incidents importants on peut tirer du sujet le plus simple quand on a la patience de le méditer? Quelle couleur ne peut-on pas leur donner quand on est éloquent? On n'est point poète dramatique sans être éloquent. Et croyez-vous que je manquerai ce spectacle? Cet interrogatoire, il le fera dans tout son appareil. Laissez-moi disposer de mon local et mettons fin à cet écart. Je te prends à témoin, Roscius anglais, célèbre Garrick, toi qui, du consentement unanime de toutes les nations subsistantes, passe pour le premier comédien qu'elles aient connu, rend hommage à la vérité. Surnom donné à Garrick, Quintus Roscius était un célèbre acteur romain défendu par Cicéron dans un de ses discours et devenu le symbole de l'excellence artistique. Ne m'as-tu pas dit que, quoique tu sentisses fortement, ton action serait faible, si quelle que fût la passion ou le caractère que tu avais à rendre, tu ne savais t'élever par la pensée à la grandeur d'un fantôme homérique auquel tu cherchais à t'identifier? Lorsque je t'objectais que ce n'était donc pas d'après toi que tu jouais, confesse ta réponse. Ne m'avouas-tu pas que tu t'en gardais bien et que tu ne paraissais si étonnant sur la scène que parce que tu montrais sans cesse au spectacle un être d'imagination qui n'était pas toi? Le second interlocuteur. L'âme d'un grand comédien a été formée de l'élément subtil dont notre philosophe remplissait l'espace, qui n'est ni froid ni chaud, ni pesant ni léger, qui n'affecte aucune forme déterminée et qui, également susceptible de toutes, n'en conserve aucune. Le premier interlocuteur. Un grand comédien n'est ni un pianoforte, ni une harpe, ni un clavecin, ni un violon, ni un violoncelle. Il n'a point d'accord qui lui soit propre, mais il prend l'accord et le ton qui conviennent à sa partie, et il sait se prêter à toutes. J'ai une haute idée du talent d'un grand comédien. Cet homme est rare, aussi rare et peut-être plus grand que le poète. Celui qui dans la société se propose et a le malheureux talent de plaire à tous n'a rien qui lui appartienne et qui le distingue et qui engoue les uns et qui fatigue les autres. Il parle toujours et toujours bien, c'est un adulateur de profession, c'est un grand courtisan, c'est un grand comédien. Un grand courtisan, accoutumé depuis qu'il respire au rôle d'un pantin merveilleux, prend toutes sortes de formes au gré de la ficelle qui est entre les mains de son maître. Un grand comédien est un autre pantin merveilleux dont le poète tient la ficelle et auquel il indique à chaque ligne la véritable forme qu'il doit prendre. Ainsi, un courtisan, un comédien qui ne peuvent prendre qu'une forme, quelque belle et quelque intéressante qu'elle soit, ne sont que deux mauvais pantins. Mon dessein n'est pas de calomnier une profession que j'aime et que j'estime. Je parle de celle du comédien. Je serais désolé que mes observations, mal interprétées, attachassent l'ombre du mépris à des hommes d'un talent rare et d'une utilité réelle, au fléau du ridicule et du vice, aux prédicateurs les plus éloquents de l'honnêteté et des vertus, à la verge dont l'homme de génie se sert pour châtier les méchants et les fous. Mais tournez les yeux autour de vous et vous verrez que les personnes d'une gaieté continue n'ont ni de grands défauts ni de grandes qualités, que communément les plaisants de profession sont des hommes frivoles, sans aucun principe solide, et que ceux qui, semblables à certains personnages qui circulent dans nos sociétés, n'ont aucun caractère excellent à les jouer tous. Un comédien n'a-t-il pas un père, une mère, une femme, des enfants, des frères, des sœurs, des connaissances, des amis, une maîtresse? S'il était doué de cette exquise sensibilité qu'on regarde comme la qualité principale de son état, poursuivi comme nous et atteint d'une infinité de peines qui se succèdent et qui tantôt flétrissent nos âmes et tantôt les déchirent,
Combien lui resterait-il de jours à donner à notre amusement? Très peu. Le gentilhomme de la chambre interposerait vainement sa souveraineté. Le comédien serait souvent dans le cas de lui répondre: Monseigneur, je ne saurais rire aujourd'hui, ou c'est d'autre chose que des soucis d'Agamemnon que je veux pleurer. Cependant, on ne s'aperçoit pas que les chagrins de la vie, aussi fréquents pour eux que pour nous, et beaucoup plus contraires au libre exercice de leurs fonctions, les suspendent souvent. Dans le monde, lorsqu'ils ne sont pas bouffons, je les trouve polis, caustiques et froids, fastueux, dissipés, dissipateurs, intéressés, plus frappés de nos ridicules que touchés de nos mots, d'un esprit assez rassis au spectacle d'un événement fâcheux ou au récit d'une aventure pathétique, isolés vagabonds à l'ordre des grands, peu de mœurs, point d'amis, presque aucune de ces liaisons saintes et douces qui nous associent aux peines et aux plaisirs d'un autre qui partage les nôtres. J'ai souvent vu rire un comédien hors de la scène, je n'ai pas mémoire d'en avoir jamais vu pleurer un. Cette sensibilité qu'ils s'arrogent et qu'on leur alloue, qu'en font-ils donc? La laissent-ils sur les planches quand ils en descendent pour la reprendre quand ils remontent? Qu'est-ce qui leur chausse le soc ou le coturne? Le défaut d'éducation, la misère et le libertinage? Le théâtre est une ressource, jamais un choix. Jamais on ne fit comédien par goût pour la vertu, par le désir d'être utile dans la société et de servir son pays ou sa famille, par aucun des motifs honnêtes qui pourraient entraîner un esprit droit, un cœur chaud, une âme sensible vers une aussi belle profession. Moi-même jeune, je balançais entre la Sorbonne et la comédie. J'allais en hiver par la saison la plus rigoureuse, réciter à haute voix des rôles de Molière et de Corneille dans les allées solitaires du Luxembourg. Quel était mon projet? D'être applaudi, peut-être, de vivre familièrement avec les femmes de théâtre que je trouvais infiniment aimables et que je savais très faciles. Assurément, je ne sais ce que je n'aurais pas fait pour plaire à la Gaussin qui débutait alors et qui était la beauté personnifiée, à la d'Angeville qui avait tant d'attrait sur la scène. On a dit que les comédiens n'avaient aucun caractère parce qu'en les jouant tous, ils perdaient celui que la nature leur avait donné et qui devenait faux, comme le médecin, le chirurgien et le boucher deviennent durs. Je crois qu'on a pris la cause pour les faits et qu'ils ne sont propres à les jouer tous que parce qu'ils n'en ont point. On ne devient point cruel parce qu'on est bourreau, mais on se fait bourreau parce qu'on est cruel. J'ai beau examiner ces hommes-là, je n'y vois rien qui les distingue du reste des citoyens, si ce n'est une vanité qu'on pourrait appeler insolence, une jalousie qui remplit de troubles et de haine leur comité. Entre toutes les associations, il n'y en a peut-être aucune où l'intérêt commun de tous et celui du public soit plus constamment et plus évidemment sacrifié à de misérables petites prétentions. L'envie est encore pire entre eux qu'entre les auteurs. C'est beaucoup dire, mais cela est vrai. Un poète pardonne plus aisément à un poète le succès d'une pièce qu'une actrice ne pardonne à une actrice les applaudissements qui la désignent à quelque illustre ou riche débauché. Vous les voyez grands sur la scène parce qu'ils ont de l'âme, dites-vous. Moi je les vois petits et bas dans la société parce qu'ils n'en ont point, avec les propos et le ton de Camille et du vieil Horace, toujours les mœurs de Frosine et de Sganarelle. Or pour juger le fond du cœur, faut-il que je m'en rapporte à des discours d'emprunt que l'on sait rendre merveilleusement ou à la nature des acteurs et à la teneur de la vie? Mais jadis Molière, Léquinot, Montménil, mais aujourd'hui Brizard et Caillot, qui est également bienvenu chez les grands et chez les petits, à qui vous confieriez sans crainte votre secret et votre bourse, et avec lequel vous croiriez l'honneur de votre femme et l'innocence de votre fille, beaucoup plus en sûreté qu'avec un tel grand seigneur de la cour ou tel respectable ministre de nos hôtels. L'éloge n'est pas exagéré, ce qui me fâche, c'est de ne pas entendre citer un plus grand nombre de comédiens qui l'aient mérité ou qui le méritent. Ce qui me fâche, c'est qu'entre ces propriétaires, par état d'une qualité, la source précieuse et féconde de tant d'autres, un comédien galant homme, une actrice honnête, femme, soient des phénomènes si rares. Concluons de là qu'il est faux qu'ils en aient le privilège spécial et que la sensibilité qui les dominerait dans le monde, comme sur la scène, s'ils en étaient doués, n'est ni la base de leur caractère, ni la raison de leur succès, qu'elle ne leur appartient ni plus ni moins qu'à telle ou telle autre condition de la société, et que si l'on voit si peu de grands comédiens, c'est que les parents ne destinent point leurs enfants au théâtre,
c'est qu'on ne s'y prépare point par une éducation commencée dans la jeunesse. C'est qu'une troupe de comédiens n'est point comme elle devrait l'être chez un peuple où l'on attacherait à la fonction de parler aux hommes rassemblés pour être instruits, amusés, corrigés, l'importance des honneurs et récompenses qu'elle mérite, une corporation formée comme toutes les autres communautés de sujets tirés de toutes les familles de la société et conduits sur la scène comme au service, au palais, à l'église, par choix ou par goût et du consentement de leur tuteur naturel. L'avilissement des comédiens modernes est, ce me semble, un malheureux héritage que leur ont laissé les comédiens anciens. Je le crois. Si le spectacle naissait aujourd'hui, qu'on a des idées plus justes des choses, peut-être que, mais vous ne m'écoutez pas, à quoi rêvez-vous? Je suis ma première idée, je pense à l'influence du spectacle sur le bon goût et sur les mœurs, si les comédiens étaient gens de bien et si leur profession était honorée. Où est le poète qui osa proposer à des hommes bien nés de répéter publiquement des discours plats ou grossiers, à des femmes à peu près sages comme les nôtres de débiter effrontément devant une multitude d'auditeurs des propos qu'elles rougiraient d'entendre dans le secret de leur foyer? Bientôt nos auteurs dramatiques atteindraient à une pureté, une délicatesse, une élégance dont ils sont plus loin encore qu'ils ne le soupçonnent. Or, doutez-vous que l'esprit national ne s'en ressentit? On pourrait vous objecter peut-être que les pièces, tant anciennes que modernes, que vos comédiens honnêtes excluraient de leur répertoire sont précisément celles que nous jouons en société. Et qu'importe que nos concitoyens se rabaissent à la condition des plus vils histrions, en serait-il moins utile, en serait-il moins à souhaiter que nos comédiens s'élevassent à la condition des plus honnêtes citoyens? La métamorphose n'est pas aisée. Lorsque je donnais le père de famille, le magistrat de la police m'exhorta à suivre ce genre. Pourquoi ne le fîtes-vous pas? C'est que n'ayant pas obtenu le succès que je m'en étais promis, et ne me flattant pas de faire beaucoup mieux, je me dégoûtais d'une carrière pour laquelle je ne me crus pas assez de talent. Et pourquoi cette pièce qui remplit aujourd'hui la salle des spectateurs avec 4h30 et que les comédiens affichent toutes les fois qu'ils ont besoin d'un billet d'écus, fut-elle si tièdement accueillie dans le commencement? Quelques-uns disaient que nos mœurs étaient trop factices pour s'accommoder d'un genre aussi simple, trop corrompu pour goûter un genre aussi sage. Cela n'était pas sans vraisemblance. Mais l'expérience avait bien démontré que cela n'était pas vrai, car nous ne sommes pas devenus meilleurs. D'ailleurs, le vrai, l'honnête, a tant d'ascendant sur nous que si l'ouvrage d'un poète a ces deux caractères et que l'auteur est du génie, son succès n'en sera que plus assuré. C'est surtout lorsque tout est faux qu'on aime le vrai. C'est surtout lorsque tout est corrompu que le spectacle est le plus épuré. Le citoyen qui se présente à l'entrée de la comédie, il laisse tous ses vices pour ne les reprendre qu'en sortant. Là, il est juste impartial, bon père, bon ami, ami de la vertu. Et j'ai vu souvent à côté de moi des méchants profondément indignés contre des actions qu'ils n'auraient pas manqué de commettre s'ils s'étaient trouvés dans les mêmes circonstances, où le poète avait placé le personnage qu'il abhorrait. Si je ne réussis pas d'abord, c'est que le genre aussi étranger aux spectateurs et aux acteurs, c'est qu'il y avait un préjugé établi et qui subsiste encore contre ce qu'on appelle la comédie larmoyante. C'est que j'avais une nuée d'ennemis à la cour, à la ville, parmi les magistrats, parmi les gens d'église, parmi les hommes de lettres. Et comment aviez-vous encouru tant de haine? Ma foi, je n'en sais rien, car je n'ai jamais fait de satire, ni contre les grands, ni contre les petits, et je n'ai croisé personne sur le chemin de la fortune et des honneurs. Il est vrai que j'étais du nombre de ceux qu'on appelle philosophes, et qu'on regardait alors comme des citoyens dangereux, et contre lesquels le ministère avait lâché 2 ou 3 scélérats subalternes, sans vertu, sans lumière, et qui pillent, et sans talent. Mais laissons cela. Sans compter que ces philosophes avaient rendu la tâche des poètes et des littérateurs en général plus difficile. Il ne s'agissait plus, pour s'illustrer, de savoir tourner un madrigal ou un couplet ordurier. Cela se peut. Un jeune dissolu, au lieu de se rendre avec assiduité dans l'atelier du peintre, du sculpteur, de l'artiste qu'il a adopté, a perdu les années les plus précieuses de sa vie, et il est resté à 20 ans sans ressources et sans talent. Que voulez-vous qu'il devienne? Soldat ou comédien? Le voilà donc enrôlé dans une troupe de campagne. Il rôde jusqu'à ce qu'il puisse se promettre un début dans la capitale. Une malheureuse créature accroupie dans la fange et la débauche. L'as de l'état le plus abject, celui de basse courtisane.
Elle apprend par cœur quelques rôles. Elle se rend un matin chez la Clairon, comme l'esclave ancien chez l'édile ou le prêteur. Celle-ci la prend par la main, lui fait faire une pirouette, la touche de sa baguette et lui dit « Va faire rire ou pleurer les badauds ». Ils sont excommuniés. Ce public qui ne peut s'en passer les méprise. Ce sont des esclaves sans cesse sous la verge d'un autre esclave. Croyez-vous que les marques d'un avilissement aussi continu puissent rester sans effet et que sous le fardeau de l'ignominie, une âme soit assez ferme pour se tenir à la hauteur de Corneille? Ce despotisme que l'on exerce sur eux, il l'exerce sur les auteurs, et je ne sais quel est le plus vil, ou du comédien insolent, ou de l'auteur qui le souffre. On veut être joué, à quelque condition que ce soit, ils sont tous las de leur métier. Donnez votre argent à la porte et ils se lasseront de votre présence et de vos applaudissements. Suffisamment rentés par les petites loges, ils ont été sur le point de décider ou que l'auteur renoncerait à son honoraire ou que sa pièce ne serait pas acceptée. Mais ce projet n'allait à rien moins qu'à éteindre le genre dramatique. Qu'est-ce que cela leur fait? Je pense qu'il vous reste peu de choses à dire. Vous vous trompez, il faut que je vous prenne par la main et que je vous introduise chez la Clairon, cette incomparable magicienne. Celle-là, du moins, était fière de son état. Comme le seront toutes celles qui ont excellé. Le théâtre n'est méprisé que par ceux d'entre les acteurs que les sifflets en ont chassé. Il faut que je vous montre la Clairon dans les transports réels de sa colère. Si par hasard elle y conservait son maintien, ses accents, son action théâtrale, avec tout son apprêt, avec toute son emphase, ne porteriez-vous pas vos mains sur vos côtés? Pourriez-vous contenir vos éclats? Que m'apprenez-vous donc alors? Ne prononcez-vous pas nettement que la sensibilité vraie et la sensibilité jouée sont deux choses fort différentes? Vous riez de ce que vous auriez admiré au théâtre. Et pourquoi cela, s'il vous plaît? C'est que la colère réelle de la Clairon ressemble à de la colère simulée et que vous avez le discernement juste du masque de cette passion et de sa personne. Les images des passions au théâtre n'en sont donc pas les vraies images. Ceux n'en sont donc que des portraits outrés, que de grandes caricatures assujetties à des règles de convention. Or, interrogez-vous, demandez-vous à vous-même quel artiste se renfermera le plus strictement dans ces règles données? Quel est le comédien qui saisira le mieux cette bouffissure prescrite, ou de l'homme dominé par son propre caractère, ou de l'homme né sans caractère, ou de l'homme qui s'en dépouille pour se revêtir d'un autre plus grand, plus noble, plus violent, plus élevé? On est soi de nature, on est un autre d'imitation. Le cœur qu'on se suppose n'est pas le cœur qu'on a. Qu'est-ce donc que le vrai talent? Celui de bien connaître les symptômes extérieurs de l'âme, d'emprunt, de s'adresser à la sensation de ceux qui nous entendent, qui nous voient, et de les tromper par l'imitation de ces symptômes, par une imitation qui agrandisse tout dans leur tête et qui devienne la règle de leur jugement, car il est impossible d'apprécier autrement ce qui se passe au-dedans de nous, et que nous importe en effet qu'ils sentent ou qu'ils ne sentent pas, pourvu que nous l'ignorions, ou qu'ils ne le sentent pas. Celui donc qui connaît le mieux et qui rend le plus parfaitement ses signes extérieurs d'après le modèle idéal le mieux conçu est le plus grand comédien.